On va replonger à présent dans une histoire de destin extraordinaire. Notre prochaine invitée a longtemps rêvé de partir sur le terrain pour travailler dans l'humanitaire. Et elle a fini par réaliser ce rêve il y a quelques années de ça. Et ce soir, elle va nous raconter comment sa première expérience sur le terrain a profondément marqué sa vie. Merci d'applaudir très fort Anne. Bonsoir, bonsoir. C'est bon pour toi ? Ouais, c'est bon, parfait. Donc donc moi je rêvais de partir sur le terrain, merci Patrick. Et donc le hasard de la vie m'a dit It's more fun in the Philippines. J'aime bien ce slogan philippin. Et c'était parti pour Manille, 6 mois, être animatrice dans un centre avec les enfants des rues. Bon, ça paraissait plutôt cool comme mission, même si la coordinatrice des volontaires m'avait dit au départ, attention, il va falloir avoir le moral accroché. Mais bon, j'avais pas trop compris, puis je m'étais dit, bon, ça me décourage pas, vamos. Et donc, bon, pour resituer un petit peu le contexte, aux Philippines, ils ont une méthode, en fait, pour cacher les populations des rues, c'est-à-dire qu'ils raflent toutes les personnes qui se trouvent dans la rue au moment des heures du couvre-feu qui sévit dans toute l'agglomération de Manille, de 22h à 5h du matin, et les emmènent dans un centre qui s'appelle le RAC, Reception and Action Center, ça fait très joli comme ça, c'est comme ça qu'il se présente d'ailleurs, centre de réception et d'accueil, mais en fait c'est une prison pour les mineurs qui tait son nom, qui ne s'affiche pas comme tel et qui est interdite au public, dans laquelle juste l'ONG pour laquelle je travaillais y était autorisée, puis les personnes y restent plus ou moins longtemps et à un moment donné, on ne sait pas trop pourquoi ni sur quels critères, certains enfants sont relâchés évidemment dans des quartiers bien plus éloignés que là où ils ont été raflés pour pas qu'on les voit trop vite, qu'ils soient pas trop visibles. Bon, du coup, pour vous illustrer un petit peu la structure, imaginez au fond d'une impasse cachée de la vue de tout passant, une structure avec des barbelés très hauts, et puis une structure toute décrépite. On rentre, il y a un bâtiment, à l'étage, il y a 2 cellules d'environ 15 mètres carrés, une pour les filles, une pour les garçons, où s'entassent jusqu'à 60 enfants dedans, fermés par des barreaux, et il n'y a qu'un seau dans cette pièce-là pour qu'ils fassent tous leurs besoins. Il faut imaginer aussi qu'il fait 40 degrés, donc je vous laisse imaginer l'odeur. Et puis on continue, il y a une cour, et là on voit au fond un espèce de campement où s'entassent des vieillards, des familles, voilà, et pour les plus chanceux, ils pourront mettre leurs affaires sur des lits superposés déglingués, plutôt des planches de bois d'ailleurs. Puis là on continue, et un endroit encore plus caché, c'est une petite cour là où il y a les toilettes, souvent bouchées, des rats qui circulent, un tas de linge amoncelé ou pendu, et puis c'est là qu'on fait nos activités, en fait, qu'on est censé faire nos activités. Et c'est là aussi qu'il y a les enfants avec une déficience mentale qu'ils appellent les specials, et voilà, il y a certains adultes, mais majoritairement des enfants. Et puis en fait, c'est une réalité complètement inattendue, horrible et inattendue, parce que on ne nous a pas envoyés en crise humanitaire, on ne nous a pas envoyés dans un contexte de guerre, et pourtant les états physiques et psychologiques des personnes là sont graves. Il y a des excréments par terre, la gale purulente sur tous les corps, tuberculose avancée, hépatite avancée, les traitements inhumains des gardiens envers les personnes qui sont là, aucun moyen de se défendre pour ces gens qui sont victimes de tous les abus. Bon, je ne rentrerai pas dans les détails. Et puis on n'a pas trop le temps de se dire, tiens, comment est-ce que je vais faire pour réagir à ça ou m'adapter? Non, parce que le premier jour, par exemple, ce qui s'est imposé à moi, j'avais une volontaire qui était là depuis un moment et qui me dit « Anne, j'ai besoin d'aide », paf, elle me fourgue un bébé dans les bras. En fait, il lui manquait un bébé de 6 mois, on aurait dit qu'il lui manquait une partie de son crâne, puisqu'il avait été mordu par un rat très profondément dans un bidonville. Donc c'était assez hard, puis je continue mon chemin, et là je vois un enfant menotté à un poteau, et puis tout le week-end avait passé, et en fait il avait fait juste une bêtise, donc on l'avait laissé là tout le week-end, bon, voilà, normal. Et puis je continue, et là je vois sur les specials des cicatrices partout. Bon, en fait, il y avait un
gardien qui les prenait par le cou et qui serrait très fort avec ses ongles jusqu'au sang, donc ils avaient des cicatrices partout. Et puis surtout que les specials, ce sont ceux qui vont rester le plus longtemps finalement dans ce centre-là, puisque la société philippine les rejette, et voilà. Donc du coup, c'est un petit peu compliqué. Mais bon, bref, ça c'était pour vous situer un petit peu le contexte. Je suis pas trop là pour vous faire une liste des horreurs, parce que bon, je suis pas restée un jour, mais 6 mois, ça serait un peu long et un peu horrible. Donc en fait, ce que je voulais vous partager ce soir, c'est davantage 3 petites histoires que j'ai vécues avec des enfants, vraiment une relation de proximité. Donc la première, c'est celle de Pépito. Donc Pépito, c'est un petit special, donc de 8-9 ans à peu près. Et en fait, on ne pouvait pas se comprendre par le langage, lui et moi, et pourtant, une relation vraiment très très proche s'est établie, à tel point que les volontaires finissaient par l'appeler mon fils, parce qu'on était très liés. C'était tous les matins le même rituel. Je rentrais dans le rack et il criait « Athéana !» Puis il me suivait avec une feuille et un crayon, et il exigeait que je dessine 2 guitares minimum par jour. Donc sinon, il se mettait très en colère. Et quand je dessinais, il suivait des yeux le crayon, et pour vérifier que je fasse une vraie guitare avec 6 cordes. Et puis il me demandait d'écrire son nom. Il la collait contre son ventre et il grattait comme ça, comme c'était une vraie guitare, et il commençait à chanter The Billionaire de Bruno Mars, mais avec une mélodie parfaite, vraiment quoi. Et avec son langage à lui, et moi je chantais avec lui. Donc voilà, c'était notre relation. Je sortais du rack et pareil, il m'attachait le cou. Bon, lui, il était vraiment mangé par la gale, donc j'ai appris à plus avoir peur de choper la gale avec lui d'ailleurs. Et du coup, voilà, on avait cette relation. Et un jour, je sors du rack et je croise par hasard une volontaire qui travaillait dans un centre d'accueil à Quezon City, donc c'est 1 heure et demie en voiture de là où je travaillais, où je vivais, et elle me dit: j'ai pas trop le temps, mais comment va ta mission? Bon, en 5 minutes, j'aurais pu lui raconter n'importe quoi, et je lui dis, je me suis attachée à un enfant qui s'appelle Pépito. Elle me dit: ah mais c'est marrant ça, Pépito, on a perdu un Pépito il y a quelques mois, passionné par les guitares, 8-9 ans. Ah ouais, en remontant l'histoire, c'était bien le même. Donc Pépito avait parcouru quand même de Quezon City jusqu'à la baie de Manille tout seul, donc un enfant avec une déficience mentale tout seul, et il était arrivé vivant, le rack l'avait récupéré, et ce qui est super chouette, c'est qu'1 mois plus tard, ça a été un des rares specials à pouvoir sortir du rack, qui est un lieu complètement horrible, et à être réintégré à un centre d'accueil. Et quand il est parti, j'ai retrouvé dans la fissure, mais toute petite, d'un mur délabré du rack, la 50aine de dessins de guitare que je lui faisais. Ils les avaient tous cachés là, pour pas qu'on lui vole, donc j'ai galéré à les sortir. Et je suis retournée le voir dans son centre d'accueil 2 mois plus tard, et avec un grand sourire, il m'a accueilli, et la relation s'est installée comme avant. Et je me suis dit, derrière son handicap apparent, il y a une force incroyable qui est là en Pépito, et d'ailleurs c'est celui qui avait fait le plus de progrès pendant nos activités au RAC. Et effectivement, je pense que c'est cette force qui, le 6 novembre 2012, il y a exactement 6 ans ce soir, j'ai appris qu'il s'était rééchappé de son centre d'accueil. J'ai plus eu de nouvelles depuis, je pense qu'il est en train de chercher quelque chose, c'est sûr. Je sens qu'il est toujours là, mais en tout cas, Pépito m'a appris que dans chaque moment présent, il y a une force incroyable à saisir, et il y a beaucoup d'espoir toujours. Donc voilà, ça c'est la deuxième expérience que je voulais vous partager, c'est celle de Donaline. Donaline, c'est donc un autre type d'histoire. C'est une enfant qu'on a trouvée en dehors du rack, donc qui était par terre, la tête comme ça, elle bougeait plus, elle avait une grosse blessure, elle mendiait en fait devant un centre commercial, donc on la connaissait, on la voyait de temps en temps, et là on la voyait, elle bougeait plus, donc on l'a amenée à l'hôpital public, quoi, qui pour les pauvres, qui est gratuit. Ça, c'est une structure complètement horrible, hein. Les chats des rues qui rentrent, qui sortent, pour maintenir des perfusions, c'est des cartons d'emballage de jus de fruits, donc je vous laisse imaginer un peu le lieu. Il n'y a pas trop hormis des soins que les médecins apportent, il n'y a pas de soins infirmiers ou de nourriture. Donc nous, on restait avec Donaline, parce qu'il n'y avait pas de famille, le temps de voir ce qui se passait. Et malgré les traitements qui lui étaient administrés, elle continuait à maigrir. Moi, j'ai jamais vu un enfant aussi rachitique qu'elle, en réalité, à part dans les photos que certaines ONG diffusent pour obtenir des fonds. Sinon, j'avais vraiment jamais vu en vrai. C'était assez affreux. Et à un moment donné, l'hôpital nous dit: non, mais en fait, on peut plus la garder. On va la renvoyer au RAC, puisque RAC, centre d'accueil et de réception. Non, en fait, on va pas du tout la renvoyer au RAC, parce que là, elle va mourir dans la nuit, elle ne tiendra pas une nuit. Et du coup, on a appelé notre directeur pour essayer. Il a accepté finalement qu'on l'envoie dans nos maisons d'accueil qui étaient déjà blindées. Et devinez qui nous a ramenés jusqu'à nos maisons d'accueil?
le camion du RAC. Donc c'était une super belle revanche. Et en fait, Donaline, le jour où on l'a posée, on ne savait pas comment elle allait se réveiller le lendemain matin. Et en fait, elle avait une tuberculose avancée qui a été soignée. Et aujourd'hui, elle vit. Notre décision lui a sauvé la vie. Et on n'en savait vraiment rien. Donc c'était merveilleux. Et puis la troisième petite histoire que je voulais vous partager, c'est celle de Rona. Donc Rona, avant de vous raconter ce qui s'est passé, je vais vous décrire un petit peu. En fait, quand je l'ai rencontrée, je ne sais pas si vous avez entendu l'histoire de Victor l'enfant sauvage. Rona, c'était un enfant sauvage, vraiment. Elle est accroupie comme ça, entre deux tables superposées, elle ne bouge pas de là. Elle est nue en bas, elle n'a qu'un t-shirt. Et puis, en fait, des fois, elle tape très fort sur la table du haut, comme ça surprend la première fois. Et puis, dès qu'on s'approche à moins de 50 cm d'elle, elle hurle en lançant ses bras comme si elle voulait effrayer ou agresser celui qui s'approche d'elle. Bon, elle est imbibée d'urine et sa table aussi. Et en fait, elle adore dessiner. Donc, elle nous demande des crayons comme ça, un peu avec méfiance et la main tendue. Et puis, en fait, quand elle a un crayon, soit elle le trempe dans sa salive, soit dans son urine. Et en fait, avec cet effet mouillé, elle arrive à réaliser des œuvres vraiment très belles en dessin. C'est incroyable. Et alors, ce qui est fou, c'est qu'elle écrit des mots anglais sur ses dessins, donc avec le contraste avec son comportement sauvage, c'est un petit peu perturbant. Et puis un jour, alors qu'elle sortait jamais de sa table, on la voit se lever. D'habitude, elle se levait pour tendre la main et pour récupérer un crayon. Et là, non, elle avançait avec méfiance, mais on ne savait pas. Donc là, on s'est dit avec les autres volontaires, bon, si elle décide de finalement participer aux activités et s'asseoir là avec nous, on va essayer d'établir un contact physique parce qu'en fait, Rona, elle était vraiment intouchable, hein, vraiment, c'était ça. Et puis là, elle s'approche de moi, alors je ne sais pas pourquoi, elle commence à me toucher le visage, les bras, à prendre les vêtements qui étaient par terre, à me l'entourer autour des jambes, puis à m'embrasser les deux genoux, puis à me regarder. Dès que je bougeais un petit doigt, elle hurlait et elle se reculait. Donc en fait, j'ai plus du tout bougé. Je me suis laissée faire. Elle a tourné comme ça autour de moi. Puis elle est repartie se poser sur sa table comme elle était venue avec autant de méfiance. Et ce moment-là, qui a duré 5 minutes, était vraiment complètement intense. En fait, c'est comme si le temps s'était arrêté. Malgré l'odeur horriblement forte de Rona, du lieu, puis elle aussi, elle était vraiment mangée par la gale. C'est comme si je ne sentais plus rien en fait. Elle avait l'énergie qu'elle a transmise était vraiment belle parce qu'on ne s'attendait pas à ce qu'elle soit en mesure de donner cette attention-là. Et vraiment, je ne sais pas pourquoi c'est tombé sur moi, mais en fait, je pense qu'à ce moment-là, je me suis laissée porter sans résistance, sans jugement, sans peur, en tout cas à ce moment-là. Et ce qui est rigolo, c'est que nous, on voulait établir un contact physique avec elle. Et en fait, ça s'est jamais passé après et ni avant. Et à ce moment-là, c'est elle qui m'a pris à bras le corps et qui m'a emmenée dans la réalité beaucoup plus belle et colorée qu'elle construisait tous les jours au travers de ses dessins. Donc ça a été vraiment très 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 fort, incroyable. Et voilà, et du coup de cette expérience, finalement je me suis pris pas mal de claques parce qu'on s'habitue à un quotidien un petit peu horrible, mais il y a des choses plus horribles qui se passent par-dessus, des gens qui périssent et pour lesquels on ne peut rien faire. Mais finalement ce que j'ai retenu, c'est le moment présent de tous ces enfants qui en fait nous ramènent à des choses super simples, super accessibles et oublier un petit peu nos idées de vouloir tout changer, vouloir tout révolutionner. Non, se raccrocher à des choses simples et voilà, et dans un présent qui est contrasté où on peut passer du sourire à complètement une effusion de violence terrible ou d'un enfant qui va bien à la maladie le lendemain qui va quasiment le tuer. C'était vraiment profiter du moment présent et voilà, et je finirai parce que sinon je vais être un petit peu longue par dire que bon, la science dit souvent qu'on est fait d'atomes. Moi je préfère dire qu'on est tous faits de plein d'histoires. Merci beaucoup.